Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Si vous cherchez la bagarre, vous êtes venu à la bonne place. Nous sommes en guerre. Heureusement qu'on nous rappelle que nous sommes en guerre, hein, sinon on pourrait l'ignorer, c'est vrai. En ce moment, guerre intérieure, guerre extérieure, guerre des prix, guerre des dettes. Et tout cela, eh bien, ça fait quoi ? Eh bien, on va en parler d'abord avec, et nous sommes toujours heureux de le recevoir, l'essayiste, écrivain franco-marocain Driss Ghali, qui s'est levé tôt. Il est au Brésil et il se levait tôt pour nous et on la remercie pour parler un peu de... Il avait écrit son plus récent livre, Français, ouvrez les yeux. Est-ce qu'on les ouvre les yeux sur l'ensauvagement en ce moment, sur ce qui se passe et qui ne sont plus faits divers ou faits de société, mais des faits tout court. Et puis on va parler des centrales nucléaires dont effectivement l'information, alors les circuits de médiation sont confiés à qui, je vous le donne en mille, à Amazon. Et oui, cette grande entreprise française. Ah oui, elle n'est pas française, elle est américaine. Jeff Bezos, il n'est pas français. Ah bon. Eh bien pourquoi Amazon? On va en parler avec Fabien Bouglet qui connaît bien cette musique-là, cette musique du nucléaire comme il a bien connu, et il connaît bien la musique des éoliennes. Et alors une chose, les États-Unis, effectivement, sur certains côtés, nous donnent des leçons en matière de contre-pouvoir et de démocratie. Mais alors, d'un autre côté, quand on voit comment on peut voter aux États-Unis et de quelle manière on peut voter, on peut légitimement se poser beaucoup de questions. C'est le moins que l'on puisse dire. Et puis Ursula von der Leyen, merveilleux, elle ne se contente pas d'envoyer des SMS et de dire au Parlement européen, fume, c'est du belge. Non, elle nomme des gens, voilà, elle nomme des copains. Les copains, je ne dirais pas les coquins, mais les coquins. Ainsi va l'Europe pour le moment, on verra. On va parler aussi de la musique made in Tchétchénia. Et puis, en seconde partie de l'émission, on va recevoir le magistrat, vous le connaissez déjà, il est souvent venu chez nous, Charles Prats, pour parler de quoi ? Eh ben, pour parler de ce cartel des fraudes qu'il dénonce depuis si longtemps et qui amène à ce que notre dette aujourd'hui, entre autres dimensions de dispersion, arrive à plus de 300 milliards de quoi ? Eh bien, de déficit, de dette publique, etc. Mais tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, n'est-ce pas ? Sud Radio, votre avis fait la différence. Je remercie Sud Radio de pouvoir donner la parole aux Français sans les couper en ayant d'autres avis. Et ça, vraiment, c'est la seule radio en France qui puisse le faire. Donc je tiens à le souligner. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Que les Français parlent aux Français, c'est sain, c'est normal et c'est même extrêmement encourageant. Mais que les Français tuent des Français et que ça devient presque une espèce de pratique, je ne dirais pas quotidienne, mais que ça passe dans la rubrique, même pas des faits divers, que ça passe dans la rubrique de l'habitude, ça c'est beaucoup plus dramatique. On en parle tout de suite avec Driss Ghali. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Et Johnny Hallyday, si vous cherchez la bagarre. Mais là, ce n'est même plus la bagarre, c'est des lynchages, des tabassages, des massacres de sang-froid, il faut le dire, et par des jeunes, et par de très 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 jeunes. Je rappelle juste quelques noms, quelques lieux. Shamseddine, 15 ans, décédé il y a quelques jours, il y a quelques mois. 15 ans, Shamseddine, décédé à Viry-Châtillon après un passage à tabac. Yuri, 15 ans, laissé pour mort à Beaugrenelle après un sacré passage à tabac avec 15-20 personnes qui s'acharnent sur cette personne. Samara, 14 ans, placée dans un coma artificiel. Elle a été tabassée par plusieurs de ses camarades filles de moins de 16 ans. Shaina, 15 ans, brûlée vive et criblée de coups de couteau ou encore. Marion, 13 ans, et Chanel, 12 ans, suicidés après avoir été harcelés.
Autre forme, effectivement, de massacre. Thomas, 17 ans, tué par plusieurs coups de couteau à Crépol. Et tout ça, et très souvent, et trop souvent, dans le cadre du collège, à l'extérieur à peine de l'école. Et n'oublions pas aussi les professeurs. N'oublions pas Dominique Bernard. N'oublions pas Samuel Paty. Alors, qu'est-ce qui se passe? Driss Ghali, bonjour. Bonjour. Bon, Driss Ghali, vous êtes écrivain politique, je rappelle conférencier, et vous avez écrit, vous avez reçu pour ça et avec plaisir, Français, ouvrez les yeux, aux éditions de l'Artilleur. Mais est-ce qu'à votre avis, et là vous êtes au Brésil en ce moment, et on se parle justement en direct, est-ce que les Français ouvrent les yeux, ou en fait ils se bouchent les yeux et les oreilles devant cet ensauvagement? Rebonjour, merci de m'avoir invité, je salue tous vos auditeurs. Je pense que ceux qui ont compris, qui ont voulu comprendre, qui ont voulu ouvrir les yeux, les ont ouverts pour de bon. Il y a eu un passage, il y a eu un avant et un après Crépol, je pense, parce que là on a vraiment vu que la violence n'est plus le phénomène des banlieues où nous avons abandonné des Français de souche trop pauvres pour déménager, où nous sommes habitués avec une violence importée d'étrangers. Là, à Crépol, je pense que les gens ont compris. Malheureusement, il y a une partie du peuple, me semble-t-il, de l'opinion publique qui ne veut pas comprendre et qui ne comprendra jamais et qui attend au fait elle ne bougera que lorsque le système, c'est-à-dire lorsque les successeurs de M. Macron, M. Attal, M. Darmanin, changeront de musique. Pour l'instant, elle est encore dans le pas de vague, tout va bien, c'est la faute à l'extrême droite, c'est la faute à Zemmour, ça n'a rien à voir avec l'école est un sanctuaire. Oui, on est dans une société réellement fracturée par la vue, il y en a qui veulent voir, d'autres qui veulent pas voir. Oui, mais alors, quand ça arrive à ce point, Driss Ghali, quand même, vous dites très bien, il y a une partie des gens qui veulent pas voir, jusqu'à ce que ça leur arrive, et même quand ils veulent voir, deux choses quand même. On continue à réagir, effectivement, les marches blanches, les bouquets, les flammes, les bougies, etc. et imagine de John Lennon. Et d'un autre côté, effectivement, en haut de l'échelle, nous entendons quoi? Oui, ce n'est pas inadmissible, ce n'est pas, on va sévir, on va faire, etc., etc. Mais en fait, donc, il y a une partie des gens, que ce soit en haut ou en bas de l'échelle, ou au milieu de l'échelle, qui ne veulent surtout pas voir. Et ceux qui veulent voir, et ceux qui ont, comme vous dites, qui ont les yeux ouverts et les oreilles ouvertes, etc., et il y en a, et parmi nos auditeurs, on les entend tous les jours. Oui, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'on est devant ce constat d'une espèce d'impuissance organisée et institutionnalisée? Et Driss Ghali, pourquoi la France en est à ce stade aujourd'hui? Bon, ceux qui ont compris, il faut qu'ils continuent à comprendre. C'est pas facile parce que nous sommes isolés. Parce que nous n'avons pas accès aux médias, à part Sud Radio, quelques médias, CNews, tout ça, des médias d'ailleurs pourchassés par les mêmes qui ont créé ces situations. C'est-à-dire que les mêmes élites qui ont installé l'ultra-violence en France, les mêmes pourchassent les rares espaces d'expression où nous pouvons encore faire le diagnostic. C'est exactement ça. C'est le même comportement qu'un groupe terroriste palestinien ou je ne sais quoi qui crée la guerre et qui tire sur l'hôpital et les humanitaires. On en est là. Nous sommes les humanitaires. Vous voulez dire ces gens-là qui créent les causes déplorent oralement et artificiellement les conséquences? Oui, en plus, ils font la surenchère. Parce que moi, je suis certain, on prend les paris, j'aime le vin de Bourgogne, parce que j'ai vu qu'il est en crise, et le vin j'aime tous les vins, notamment la Bourgogne et le Bordelais. Une bouteille que M. Darmanin, dans les prochains jours, va dissoudre un groupuscule de l'extrême droite. Voilà. C'est-à-dire que nos chefs font systématiquement le hors-sujet parce qu'ils ne veulent pas régler le problème. Parce que jusqu'à présent, vous me dites d'où ça vient. Ça vient de l'État. D'abord et avant tout de l'État. Parce que Macron nous dit vous vous ensauvagez, vous vous décivilisez. Non, on ne s'ensauvage pas. Non, c'est l'État et que l'État, dans le sens large, de France Télévisions aux tribunaux, surtout aux tribunaux, en passant par les professeurs, qui a installé un climat d'impunité en France. C'est-à-dire dès qu'il y a un type ultra-violent, on lui donne un avantage. D'abord, on le met pas en tôle. On lui donne un avantage. Bien sûr. Ensuite,
on ne l'engueule pas, on lui fait pas de sermons. On fait des sermons à nous. Alors nous sommes fascistes, d'extrême droite, nous sommes malpensants. Mais si on passait un dixième du savon que nous passent nos amis bien pensants à ces jeunes-là qui ont 12-13 ans, je suis certain qu'ils ne passeront personne à tabac. Vous voyez, nous avons un État qui est le partenaire, j'ose le mot, je vous souligne, il est le partenaire du retour de la violence comme un langage légitime. Mais alors, nous sommes tous violents. Oui, mais alors, mais Idriss Ghali, quel est, franchement, quel est l'avantage de l'État? C'est quoi? C'est de créer une espèce de tension dont il profite. Quel est l'avantage de l'État à laisser faire? Et effectivement, ce que vous dites, on le voit tous les jours, à laisser faire, voire même à encourager et ou presque garantir, je ne dirais pas jusque-là, mais enfin, encourager l'impunité d'un certain nombre de gens et la faiblesse ou la lâcheté des autres. C'est-à-dire, est-ce que l'idée est de créer, même inconsciemment, enfin ou pas, un climat de tension qui est en fait évidemment gouverné par la peur? C'est pas nouveau. Est-ce que c'est ça pour vous? C'est ça, mais c'est aussi le fait que d'abord il y a deux choses. Il y a un phénomène de conjoncture, c'est-à-dire que l'immigration de masse a amené des civilisations en France, par le pluriel, qui gèrent la violence différemment de la France. Ouais. D'ailleurs, vous remarquerez que certains jeunes sont plus violents, certains jeunes, je mets les pieds dans le plat, d'origine arabe et africaine, me semble-t-il, sont plus violents en France, au Maroc, en Algérie qu'au Sénégal. Posons-nous la question sur les bienfaits de l'immigration pour les immigrés. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a autant de lynchage dans les écoles du Maroc, d'Algérie, de Tunisie ou d'Égypte qu'en France. D'ailleurs, on ne les laisserait pas faire. En Algérie, en Tunisie, au Maroc, c'est clair, et c'est beaucoup plus sécurisé de ce point de vue-là. Donc nous avons amené une immigration qui provoque un choc de peuple, un choc de virilité. La virilité française d'aujourd'hui n'est pas la virilité sénégalaise, soudanaise. Un jeune Somalien ou un jeune Tchadien aujourd'hui, je fais vraiment au hachoir, je simplifie. Il a un rapport au couteau ou à la violence très différent d'un jeune Français aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, ni l'un ni l'autre ne sont fautifs. Je respecte tout le monde. Mais c'est pour ça que nous avons des kilomètres de frontières entre nous. Parce que je peux être viril à la Touareg au Sahara, il n'y a pas de problème. Hein. C'est même noble. Non, ce que vous dites d'ailleurs est illustré par le fait que ce qu'il y a eu récemment, Chemseddine, il a été lâché parce qu'il a parlé à la sœur ils n'étaient pas contents que Chemseddine, pas la sœur, et puis là, ils sont vengés. Même chose pour Samara, je veux dire, c'était, vous vous rappelez, sa mère a dit une chose et le lendemain, voilà, elle s'habillait à l'occidental, elle se teignait les cheveux, etc., etc. Donc, en fait, c'est choc culturel sur choc culturel sur choc culturel, quoi. Et civilisationnel, si on peut dire. Et jusqu'à présent, ça marchait très bien pour les gouvernements, Sarko, Macron, Hollande, pour monter même jusqu'à Chirac, pour deux raisons. Parce que le premier qui faisait le diagnostic, on lui faisait le procès en nazisme. Donc c'était génial, parce que ça permettait de stériliser au napalm toutes les oppositions. Dès que vous faisiez une petite remarque, c'est génial, parce que quand on est incompétent, quand on met le pays vers la ruine, pouvoir diaboliser ses oppositions, c'est un cadeau divin. Donc le gouvernement, il le fait, tous les gouvernements le font. Les gouvernements, au sens large, ça va. Oui, gauche et droite, presque gauche et droite confondues, quoi, pratiquement. Mais médias universitaires confondus, parce que nous avons contre nous pas un arc républicain, c'est un cartel du déni et de la diabolisation. Je veux dire, on est à l'Inquisition, il ne manque plus que les bûchers. Et d'ailleurs, les mises à l'index existent puisque nous avons du mal à être édités, à être distribués. Donc, on est vraiment dans une situation presque de persécution religieuse. Et vous avez un deuxième point très important. Pour le gouvernement, je vais oser un terme qui va beaucoup choquer les gens, mais je leur demande d'être indulgents avec moi, surtout d'y réfléchir plus tard. Le voyou ou le jeune problématique est peut-être, je dis bien peut-être, le citoyen idéal. Je n'ai jamais vu, moi, un voyou ou un jeune problématique aller encercler une caserne de CRS et demander le changement politique en France. Au maximum, il va massacrer son camarade policier, de classe. Oui, voilà. Et le régime, je dis bien, le régime se moque des policiers. Il n'aime pas les policiers. Parce que les policiers, c'est encore le mâle blanc, viril. Non. Le régime traite très mal sa police. D'ailleurs, elle lui est fidèle pour des raisons. Non, je sais bien. Il les traite comme des...
Non, ce que vous dites. Oui. En fait, le voyou se fout totalement du système politique dans lequel il est. C'est pas son problème. Le voyou est redevable au juge qui l'a relâché. Le voyou ne veut qu'une seule chose, éviter la prison et ne pas se faire massacrer par d'autres voyous. Parce qu'il sait que les voyous, eux, ils rendent justice, entre guillemets. Oui. Ils sont pas comme nous. Nous avons élevé la lâcheté au rang de justice. Donc le voyou, il est redevable au régime qui le remet dehors. Le voyou veut le statu quo. Vous demandez aux voyous, ils veulent pas que le changement et bien sûr qu'ils veulent pas du Front National, mais ils veulent d'aucun parti politique sérieux. Ils sont même pro-européens parce qu'ils ont compris que l'Europe est devenue une espèce de Disneyland de la voyoucratie. En fait, ce sont eux, Driss Ghali, les vrais conservateurs. Au sens, je fais de l'ironie, mais à peine. Oui, c'est là-bas une des bases électorales du régime. C'est très grave. Ouais. On va en parler. Restez avec nous, Driss Ghali. On va en parler après cette petite pause. Et nous avons des auditeurs aussi qui ont envie de vous poser des questions. À tout de suite. 0826 300 300 pour réagir, pour intervenir et pour poser toutes vos questions. André Berkoff et Driss Ghali. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec l'écrivain et essayiste Driss Ghali en direct, qui nous parle en direct du Brésil, de Sao Paulo. Et nous parlons effectivement de cette espèce de connivence entre, allez, j'allais dire quelque part, Driss Ghali, la racaille d'en bas et la racaille d'en haut. Et comment j'allais dire, les égarés du milieu et de partout, parce que on est dans une situation un peu comme le XVIIIe siècle, la deuxième partie du XVIIIe siècle, où vous aviez une partie de la noblesse qui était tellement civilisée et un peu niaise qu'elle n'a pas compris les prémices de la Révolution. Et dès qu'il y a eu des lynchages et tout ça, bien avant le 14 juillet 1789, on a dit oui, bon, c'est le ce sont des faits divers. Les faits divers, voilà. Et puis ce sont les inégalités. Ouais. On a entendu des politiciens et des femmes, notamment dire que ils sont pas partis en vacances. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Mais Driss Ghali, on est en 2024 aujourd'hui et on voit très 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 bien ce qui se passe du point de vue de l'acceptation on a parlé, violence, impunité et autres. Et au fond, est-ce que ce qui manque, c'est quoi? C'est un problème de colonne vertébrale, de lucidité, de courage. C'est quoi qui fait que rien n'est appliqué alors que les lois sont là? On le dit depuis 400 ans. Les lois sont là, il suffit de les appliquer. Sauf qu'on ne les applique pas, que ce soit de l'OQTF jusqu'au jugement. Qu'est-ce qui fait que une nation peut retrouver une certaine sève pour dire attendez, il ne s'agit pas au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable? Bien sûr. Alors, il faudrait que l'État français redevienne le partenaire de la nation française. Il ne l'est plus depuis, Maastricht. L'État français a fait la France. Vous voulez dire l'État français, vous dites, Driss Ghali, a divorcé de la nation française? Ah oui, il est devenu son ennemi. Ouais. Il est devenu son ennemi, un de ses principaux ennemis. Parce que quand vous relâchez des mecs ultra violents, vous êtes l'ennemi de la nation. On n'a pas besoin de Bachar el-Assad ou de Daesh pour être attaqué. L'État a une politique de portes ouvertes dans les prisons. On vide les prisons en permanence. C'est ce que fait une partie de la magistrature. Donc si on veut que ça change, il faut que la minorité qui nous gouverne, parce que l'État c'est une minorité, les fonctionnaires, les magistrats, les procureurs, il faut que ces gens recommencent à servir le peuple et pas à servir une cause extérieure, je ne sais pas laquelle, l'accueil, la gauche, non. Il faut qu'ils se remettent au travail pour le peuple. Alors on va donner la parole à Dust qui nous appelle de Héran. Bonjour Dust. Bonjour André, bonjour Sud Radio, bonjour Monsieur Ghali. On vous écoute Dust. À la base, j'avais pas trop appelé pour ça, j'avais plutôt appelé pour le problème d'Amazon, mais il se trouve qu'en fait, finalement, le problème est le même. Que ça soit dans l'immigration, la police ou la sous-traitance à des grosses boîtes de nos gestions de l'État, quoi. Le problème, c'est toujours cette histoire de libéralisme qui fait qu'en fait, dans l'esprit de nos gouvernants,
Et là, je voudrais peut-être faire une nuance par rapport à ce que dit M. Galli. C'est que pour moi, ce n'est pas l'État qui est coupable, ce sont les gens qui tiennent l'État. L'État, c'est nous, c'est notre propriété. Sauf qu'on la confie à des gestionnaires pourris. Et ce libéralisme qui centre sur nous-mêmes, sur soi, ne nous fait comprendre que la rentabilité. Et du coup, effectivement, après on souhaite ne pas avoir de problème d'immigration, on souhaite ne pas avoir de problème de nucléaire, ou on souhaite ne pas avoir de problème d'hôpital, ne pas être malade. Bien sûr. Dust, on va parler du nucléaire et de Amazon avec Fabien Bouglet tout de suite après cette intervention. Mais alors, Driss Ghali, au fond, c'est le libéralisme, on dit oui, l'État c'est nous, sauf que, est-ce que l'État c'est nous? C'est tout le problème. Je salue Dust, je crois que l'État n'a jamais été nous. Hein. L'État a toujours joué sa partie. C'est une bête au sang froid. Je crois que c'est Simone Veil qui disait ça, la philosophe. L'État a toujours joué pour ses intérêts. Il s'avère qu'en France, grosso modo, 45 et 1990, l'État a vraiment joué le jeu des Français. La sécurité sociale, l'État-providence, l'hôpital qui était magnifique, tout ça. Oui. Il s'est retourné contre nous, mais nous sommes restés dans le souvenir des années 30 et 30 glorieuses, de Pompidou, de Gaulle et tout ça. Le libéralisme, là aussi, j'y crois pas vraiment parce que pendant le Covid, nous avons eu Monsieur Attal, ce n'est pas Monsieur Attal, qui était porte-parole du gouvernement, qui nous a expliqué, mordicus, qu'il était normal que l'État ultra-libéral, néolibéral, décide de fermer les rayons jouets dans les supermarchés. On est chez les soviets. En fait, le libéralisme est une espèce de travestissement pour nous cacher le crime, j'ose le terme, le crime collectif commis par l'État français. L'État, je veux dire, la structure. Oui. Voilà, ces gens commettent un crime, ils ont lâché le peuple. Les jeunes qui meurent, les Shamseddin, les Shaina, Samara lynchés, ils ont aussi été lynchés, tués à cause de cet État-là. C'est très grave ce que je dis là parce que... Oui, c'est grave. Oui. Mais je vous assure, personne ne lynche personne s'il n'est pas assuré de son impunité. D'abord, personne ne lui fait un sermon parce qu'ils savent très bien que l'État français est incapable de sermonner un jeune qui fait de la violence. Il va essayer d'expliquer ça par Bourdieu, Michel Foucault, les HLM qui n'ont pas le Wi-Fi et ne pas dire « tu n'as pas le droit de frapper ». La violence est un interdit. C'est ça le crime de cet État-là. Et en plus, il va leur donner du sursis, il va leur donner des travaux d'intérêt généraux et les victimes continueront à porter le traumatisme. Comme vous dites, Driss Ghali, au fond, quelque part, il y a pire que les semeurs de haine, il y a les marchands et les trafiquants et les fabricants d'excuses. Et ça, c'est quand même très grave. Toutes les cultures au monde, musulmanes, noires, africaines, chinoises, russes, cambodgiennes, ont en détestation certaines figures, notamment celle du père indigne qui abandonne sa famille. Eh bien, l'État français est ce père indigne qui a abandonné sa famille. Il a laissé la maman s'occuper toute seule. Je voudrais juste filer cette métaphore. La violence est l'affaire des hommes. Je m'excuse d'énerver la moitié de... C'est pas grave, allez-y. La violence, dans l'espèce humaine, la gestion de la violence et son apprentissage, c'est une affaire des hommes. Or, nous avons mis les hommes à la retraite. Nous avons déconstruit tellement les hommes que ces jeunes-là qui ont tabassé Shamseddin, je suis certain qu'ils ont vu deux choses. Ils ont vu un jeune en rodéo faire le malin dans leur quartier et ils n'ont pas vu de punition. Oui, là, c'est la faute de l'État. L'État, j'insiste, l'État, les tribunaux. Dit. Deuxième chose, ils n'ont pas vu d'homme fort. Parce qu'un homme fort, c'est pas un homme qui bat sa femme. C'est pas un homme qui frappe sa sœur parce qu'elle a parlé avec un Français ou parce qu'elle a un petit ami. Un homme fort, c'est un homme qui te dit de manière subliminale, ne te frotte pas à moi, ça va mal se passer pour toi. Mais il te montre que la violence existe, mais qu'elle est toujours, qui est toujours un ultime recours. Un homme faible, ce sont les hommes que nous avons mis dans les points de deal, qui mutilent pour un oui, pour un non. Plus le type est faible, plus il est ultra violent. Merci Driss Ghali, merci, on va revenir évidemment là-dessus parce que c'est là et c'est avec nous et il faudra bien à un moment donné dire stop au-delà de cette limite, encore une fois votre ticket n'est plus valable. Merci Driss Ghali d'avoir été avec nous et tout de suite, changement de sujet, on parle de nucléaire. Sud Radio André Berkoff.
Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Boris Vian, la Java des bombes atomiques, et oui, c'est une chanson qui date de plus de 60 ans. Hein. Mais écoutez, tout va bien, Boris Vian, c'est fini, ça, l'artisanat, non, c'est fini. D'abord, on revient avec des centrales nucléaires. Rappelez-vous qu'à un moment donné, le nucléaire, pour un certain nombre d'écologistes, mais le péché capital, c'était plus que les 7 péchés capitaux, la peste, etc. Bon, on y revient. Mais on y revient comment ? Alors, nous apprenons qu'EDF a passé un contrat avec Web Services, la filiale, service informatique du groupe américain Amazon, excusez du peu, pour gérer la planification de la maintenance des centrales nucléaires françaises. Fabien Bouglet, bonjour. Bonjour André Berkoff. Eh bien, comme toujours, on vous reçoit avec plaisir. Je rappelle quand même votre livre, vos livres sur évidemment les éoliennes. Ensuite, la guerre de l'énergie. Vous avez reçu le prix Turgot décerné. Mention d'honneur. Voilà, mention d'honneur, et c'est très bien, au cœur du nouveau conflit mondial. Et puis, le nucléaire, votre dernier bouquin, votre dernier livre sur le nucléaire. Alors, effectivement, on peut dire, oui, mais écoutez, c'est une question de maintenance, Amazon est bien équipé pour ça. Est-ce que ça traduit autre chose que, on fait une prestation de service, mais pourquoi des Américains ? Est-ce qu'il n'y a pas de service français pour la maintenance de centrales nucléaires ? En fait, vous avez raison de souligner l'importance de ce sujet, de la question de déléguer à un opérateur américain le soin de gérer les stocks de nos pièces de rechange de centrales nucléaires. Il faut rappeler cette question fondamentale. Ça part d'une bonne volonté d'EDF, tout d'abord. C'est que au moment de la crise des corrosions sous contrainte, vous savez, il y a 2 ans, on avait eu ce problème des maintenances de centrales nucléaires qui ne pouvaient pas fonctionner. Et on s'est rendu compte que pour rétablir le stock de pièces de rechange, on mettait parfois du temps. Et donc, il fallait trouver une solution pour gérer les besoins en pièces de rechange, exactement comme dans une voiture, mais sauf que c'est pas une voiture, c'est une centrale nucléaire. Donc il y a énormément de petites pièces et il peut y avoir des délais. Donc on cherche un système pour normaliser et fluidifier les besoins en pièces de rechange. Et là, contre toute attente, on utilise un prestataire américain, Amazon en l'occurrence. Pourquoi ? À votre avis, c'est tout le sujet de la guerre de l'énergie, de mon livre Guerre de l'énergie. C'est-à-dire que un ancien monde est en train de disparaître dans une mondialisation heureuse sur un sujet aussi important et capital que la souveraineté énergétique. Et là, dans ce sujet, 2 sujets fondamentaux s'entrechoquent, la souveraineté énergétique et la souveraineté numérique. C'est-à-dire qu'on est au niveau européen en train de dire il faut trouver des systèmes de souveraineté numérique, et là, EDF prend un prestataire américain qui va pouvoir, de ce fait, contrôler l'état au jour le jour de nos centrales nucléaires. C'est ça, il aura la mainmise de tous les sujets, en fait, tous les sujets de notre entretien de notre centrale nucléaire. On pourrait même aller à l'excès, peut-être déstabiliser nos besoins en pièces, parce que il faut bien se rappeler que la loi américaine, pas poser d'attention, mais enfin, oui, allez-y. La loi américaine prévoit que tous les services secrets américains ont accès aux bases de données des entreprises américaines. Donc, de ce fait... oui. Alors, il faut rappeler une chose importante. EDF est un opérateur d'importance vitale. C'est une qualification par l'État. 300 entreprises françaises. EDF entièrement nationalisé, il faut rappeler. Totalement nationalisé, et heureusement. Ça a été fait avec le député Philippe Brun, socialiste, qui a fait un énorme travail pour cristalliser et sacraliser EDF. Je le dis dans mon livre, EDF, c'est pas simplement un fournisseur d'électricité. EDF, c'est le bras armé de l'économie française. Sans électricité, sans énergie, il n'y a pas d'économie. Sans électricité et sans énergie, il n'y a pas d'activité humaine en France. Il faut protéger EDF et nos centrales nucléaires comme la prunelle des yeux. C'est le capital le plus important de la France. Et donc, déléguer à des tiers le soin de surveiller notre bilan de pièces technologiques de nos centrales nucléaires, eh bien, c'est abaisser notre souveraineté numérique et énergétique. Et donc, c'est assez grave. D'autant que ça contribue aussi
au déficit commercial de la France, puisque c'est presque 1 milliard d'euros. Donc c'est 1 milliard d'euros qui part encore, alors que les 800 millions d'euros, on pourrait les consacrer justement à aider une entreprise à nous faire une solution française de la question. On doit, d'ailleurs, je dirais actuellement, les opérateurs du nucléaire français cherchent à mettre en place des systèmes de souveraineté nucléaire. On se dit qu'on aurait pu le faire plus tôt, on aurait pu ne pas attendre qu'il n'y ait pas d'opérateur français. On va en parler après cette petite pause, et puis surtout, il y a des échéances hors antenne que vous m'avez rappelé, Fabien Bouglet. On va en parler par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans l'énergie, le sang de la France, l'énergie. Le sang de la France. Si vous voulez réagir, 0826 300 300 pour poser toutes vos questions sur l'énergie. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Fabien Bouglet pour expliquer effectivement cette nouvelle épisode des relations franco-américaines en disant allez, le paracétamol ça ira à la Chine, Alstom à la Chine, les turbines Arabelle, non Alstom à l'Amérique pardon, les turbines Arabelle à l'Amérique. Et puis Amazon, et alors vraiment je vous ai posé la question parce que quand j'ai vu ça je me suis dit mais attendez, il n'y a pas d'opérateur français aujourd'hui existant qui pourrait opérer faire cette maintenance avec la même efficacité que Amazon. Si, on a tout à fait. Il y a une filiale de Dassault et les 800 millions d'euros consacrés à ce dispositif pourraient tout à fait permettre d'avoir un développeur français qui pourrait développer cette modalité, parce que ce sont des bases de données au fond. Donc c'est un vrai problème. Je pense qu'il y a un vrai déni de réalité sur la guerre de l'énergie qu'on est en train de vivre, cette grande tension entre les États-Unis, la Russie et la France qui est au milieu. N'oublions pas que la France est le 3e acteur du nucléaire civil mondial et que les États-Unis ne supportent pas le fait que nous soyons et que nous contribuions à l'indépendance énergétique de l'Europe. Et d'ailleurs, André Berkov, il y a quand même un sujet extrêmement grave. On devait racheter les turbines Arabelle. Oui. Eh bien, c'est bloqué. Et pourquoi c'est bloqué ? Parce que les États-Unis sont en train de préparer un ensemble de lois extraterritoriales pour imposer à la France de ne plus être partenaire avec Rosatom, le fabricant nucléaire russe. Parce qu'il faut bien pour le comprendre. moment, avec les Russes, c'est l'embargo. Hein, ah non, sauf en matière nucléaire. Sauf en matière nucléaire, c'est intéressant de le rappeler. Il y a des accords mondiaux entre Framatome et Rosatom qui continuent. D'ailleurs, même les Américains aussi travaillent avec les Russes. Ils utilisent un certain approvisionnement en nucléaire, en uranium enrichi russe qu'ils utilisent dans leur réacteur nucléaire. Et donc, vive Tartuffe. C'est exactement ça. Faites ce que je fais, mais faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. En matière nucléaire, ils veulent empêcher la France de développer son nucléaire. Et l'épisode de la non-vente ou du retard dans la vente des turbines Arabelle, eh bien, fait partie de cette guerre de l'énergie que nous vivons. C'est bloqué pour le moment, c'est totalement bloqué. D'accord. Et pour des raisons d'intérêt national américain. Hein. Oui, bien sûr. Parce que les Américains veulent relancer leur filière nucléaire. Et quel est le concurrent direct de cette filière américaine ? Ce sont les Russes, bien sûr, mais aussi les Français. Et il ne faut pas oublier une chose, si la France relance le nucléaire en Europe, eh bien, ça fait moins de gaz naturel liquéfié vendu américain, puisque l'Europe a moins besoin de... Et donc, en fait, tout ça fait partie et tous les événements que l'on vit. Quand Greenpeace fait une intrusion, et d'ailleurs Greenpeace est poursuivi actuellement pour une intrusion dans le chantier de Flamanville, n'oublions pas que Greenpeace est financé par les pétroliers américains. Par Rockefeller, par exemple. Et donc, il faut pour aller mettre le bordel dans le nucléaire, si je peux me permettre. Exactement. C'est ça. Et d'ailleurs, Greenpeace n'attaque pas le nucléaire américain. Donc non seulement il déstabilise la filière nucléaire française, concurrente de la filière américaine, mais en plus il déstabilise une filière qui fait qu'on dépend moins des importations de pétrole. Et aujourd'hui, on sait que ce que nous coûtent les importations de gaz de schiste américain et de pétrole indien, etc. N'oublions pas qu'avant-guerre, on dépensait 120 milliards d'euros
de gaz en Europe. Avant-guerre, vous voulez dire. Avant-guerre en 2022 et en 2021. Avant 2022, en 2021. Oui. Et en 2022, ça nous a coûté 400 milliards d'euros parce qu'on a dû importer massivement du gaz naturel liquéfié américain. On est passé de 120 à 400 milliards d'euros. Ce qui a contribué à l'augmentation des factures. Oui. Et l'autre enjeu dans cette guerre de l'énergie, eh bien, c'est la sûreté nucléaire. Et c'est totalement d'actualité parce qu'aujourd'hui va être voté à l'Assemblée nationale le vote final de la loi de fusion de l'autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Fusion nécessaire pour fluidifier, parce qu'évidemment des opérateurs nucléaires profitaient de cette organisation de la sûreté nucléaire pour mettre un caillou dans la chaussure, et la sûreté nucléaire était instrumentalisée contre le nucléaire français. Et d'ailleurs, qui était hostile Pourquoi à la la sûreté nucléaire, c'est international? Non, la sûreté nucléaire est française, oui. Mais la façon dont ça fonctionnait D'accord. était instrumentalisée par les ONG antinucléaires pour bloquer, et c'est pour ça que le chantier de Flamanville, on augmente les enjeux de sûreté nucléaire, on met des cailloux dans la chaussure au tir de sûreté, et en fait, on plombe la filière, et c'est pour ça que cette fusion des autorités est nécessaire pour fluidifier et accélérer le mouvement d'installation de nos nucléaires. Mais il y a beaucoup de naïveté sur ce sujet. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'école de guerre économique avait souligné au mois de juin dernier le fait que les Allemands finançaient les officines antinucléaires en France. Et bien sur cette question de sûreté nucléaire, d'ailleurs, l'enjeu est fondamental puisque toutes les officines antinucléaires étaient hostiles à la réforme de la sûreté nucléaire. C'est bien qu'ils utilisaient cette sûreté nucléaire dans un objectif puisqu'il fallait supprimer le nucléaire, in fine, c'était ça. Hein, oui, mais leur objectif, c'était non seulement de supprimer le nucléaire, mais en plus bloquer le développement du nucléaire. Et la sûreté était instrumentalisée à cet effet. Et alors, justement, aujourd'hui, donc, le vote a lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale, le vote final a lieu aujourd'hui. Et vous êtes assez optimiste quand même, non ? Oui, tout à fait. C'est un intérêt national. Je dirais qu'aujourd'hui, il est de l'intérêt vital de la France que l'on réforme cette sûreté nucléaire dans un objectif de développement. Et d'ailleurs, le patron d'EDF et les différents patrons des organisations de la filière industrielle nucléaire appellent de leur vœu cette réforme qui est absolument nécessaire pour justement éviter ce qu'on a eu avec Flamanville, c'est-à-dire un surcroît de temps pour construire ce réacteur nucléaire, un surcroît d'argent lié au fait que certains des blocages, etc. Voilà, des blocages administratifs. Mais Fabien Bouglet, une dernière question quand même, et on reviendra sur tout cela bien sûr. Une dernière question, est-ce que il est quand même intéressant de voir aujourd'hui qu'on dit que le prix d'électricité à la base a baissé, mais pour nous consommateurs, pour nous entrepreneurs, pour nous PME, etc., c'est toujours aussi haut. Là, vous posez une question incroyable. J'ai regardé avant de venir le prix de l'électricité. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, et c'est quand même un scoop, aujourd'hui, nous exportons notre électricité à 0 €. L'électricité française aujourd'hui est à 0. Et l'Allemagne importe 4,5% de sa consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous exportons notre électricité à 0 € pour rien aux Allemands. Il y a même des prix négatifs. Pour rien. Nous donnons notre électricité aux Allemands par le mécanisme du marché. Mais pourquoi on est à un prix 0 ? Parce que nous avons un surcroît d'électricité d'origine éolienne. Et comme nous avons un surcroît, EDF a été obligé d'arrêter une centrale nucléaire pour éviter que les prix ne soient pas négatifs. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Nous subventionnons l'électricité d'origine éolienne à 91 € le mégawattheure et nous vendons cette électricité aux Allemands à 0 €. Et donc, il faut bien comprendre que le mécanisme tel qu'il fonctionne aujourd'hui est absolument honteux. Quand nous avons besoin d'importer, nous importons de l'électricité au charbon à un prix fou. Et quand nous exportons à un prix dérisoire, ce qui fait que ça plombe notre compétitivité et notre balance commerciale. Nous sommes dans un système absolument honteux. On doit d'urgence réformer ce système spéculatif qui profite principalement à l'Allemagne au détriment de la France. Et c'est là où c'est quand même incroyable, c'est que l'Allemagne qui fait tout pour déstabiliser notre système nucléaire profite allègrement de notre système en important pour rien notre électricité que nous finançons. C'est-à-dire que les Français subventionnent à 91 € le mégawattheure une électricité qui est exportée pour rien aux Allemands. C'est très clair. Et c'est la raison pour laquelle le fait que le prix spot soit bas
n'a aucune influence sur la facture des Français, puisque c'est ça qu'on a vu, c'est extraordinaire. Le prix spot est bas et nous, on paye toujours plus fort. Exactement. Cocu, battu et content, c'est la morale de l'histoire. Merci Fabien Bouglet. Merci Fabien Bouglet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes expert en politique énergétique et auteur de ce livre Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial. C'est aux éditions du Rocher. On marque une courte pause sur Sud Radio et on revient après les infos de 13h. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Hier, qu'est-ce que j'aimerais aujourd'hui voter aux États-Unis ? C'est-à-dire, quand on a envie de s'amuser, vous savez, les États-Unis, pays formidable, c'est vrai, pour les contre-pouvoirs, pour beaucoup de choses. Hein. Moi, l'anti-américanisme primaire, ça m'intéresse pas du tout, je trouve ça assez minable. En revanche, le système d'élection aux États-Unis, c'est quand même grandiose. Vous n'y croyez pas ? On en parle. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Et vous avez tous reconnu le boss, Bruce Springsteen, born in USA, né aux États-Unis. Alors vous dites, bon, mais c'est très bien, mais au fond, pour aller voter, pour être président, il faut être né aux États-Unis. Vous vous rappelez la polémique qu'il y a eu sur Barack Obama, certains l'ont accusé d'être né à Hawaï, c'était pas vrai, ou c'est vrai, j'en sais rien. De toute façon, mais pour voter, comment on fait ? Alors, je veux dire, normalement, ici en France et un peu partout, dans tous les pays du monde, vraiment dans les 2/3 des pays du monde, il faut une pièce d'identité, avec photo, bien sûr, on sache que c'est vous, etc. Eh bien, pas aux États-Unis. Comment ? La plus grande démocratie du monde, c'est très simple. Aux États-Unis, les élections se déroulent, comme vous le savez, sous les autorités des 51 États américains, qui peuvent d'ailleurs transférer le mode d'élection aux municipalités, aux villes, etc. C'est-à-dire chacun décide de son mode d'élection. Voilà, c'est-à-dire moi, sur l'inscription des électeurs, du choix de matériel de vote, bulletin en papier, machine à voter, Internet, etc., le format des bulletins de vote, ça dépend des États et ça dépend quelquefois des villes. Alors, on a regardé la carte avec Esteban Rania qui fait l'émission avec moi, qui la prépare avec moi. Il y a 3 classements. Il y a pièce d'identité avec photo obligatoire. Vous dites, bon, ça c'est normal, c'est ce que fait tout le monde. Et non, il y a 2 autres catégories. Pièce d'identité obligatoire sans photo obligatoire. Si vous montrez une pièce d'identité, vous appelez, là, voilà. Et enfin, pas de pièce d'identité. On dit comment, attendez, comment pièce d'identité. Eh bien, on a regardé. Il y a au moins 15 États américains des États-Unis où vous pouvez aller voter sans pièce d'identité, alors un permis de conduire, un loyer, enfin une espèce de fiche de loyer, etc. Eh bien ça marche effectivement, voilà. Identification, alors plus ou moins souple, ça dépend des États. Il y a des États où vous arrivez, vous dites, moi c'est moi, je m'appelle André Burke, et puis j'ai envie de voter. Vous pouvez voter, voilà. Absolument. D'ailleurs, il y a un État, l'Oregon, qui n'exige aucune pièce d'identité, lui du tout. Pourquoi ? Parce que ça se passe entièrement par courrier postal. Et vous savez ce que c'est les courriers postaux, et vous savez ce que c'est que les courriers numériques, et vous savez très très bien que les plus grands générateurs de fraude, il faut le savoir, c'est le courrier par Internet, où on a parlé, nous, on a discuté avec un certain nombre d'experts en numérique. Alors, la fraude, elle est vraiment facile. Et pour beaucoup de gens, elle passe crème sans que vous y voyez quoi que ce soit. Mais là, quand même, quand on arrive à ce que des gens, sur une trentaine d'États, peuvent aller avec une pièce où il n'y a pas de photo, il n'y a pas votre photo, où il n'y a pas effectivement de pièce d'identité, de carte d'identité. Vous savez pas, c'est parce que pour voter, il faut quand même être américain. Enfin, je pense, hein, c'est vrai. Eh ben oui, mais écoutez, on peut beaucoup s'amuser. D'où aujourd'hui, il faut le dire, et de Elon Musk a énormément de députés américains et de médiateurs, etc. Vous avez une entrée extraordinaire aujourd'hui d'immigration venant d'Amérique du Sud dans le pays de l'oncle Sam. Pourquoi ?
Eh ben, posez-vous la question. Les élections américaines, les prochaines, ont lieu en novembre, avec toutes les élections municipales, étatiques et tout. Eh ben, vous allez voir. Étant donné l'extraordinaire porosité des trous de la raquette électorale américaine, eh ben, on va s'amuser avec les millions d'immigrés qui sont en train, depuis quelques années, de rentrer gentiment, doucement et sans problème aux États-Unis d'Amérique. Et comme les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas exactement la taille du Liechtenstein, de Monaco ou d'Andorre, est-ce que ça va pas rejaillir sur nous? Posons-nous la question. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et on va continuer de parler de fraude, justement, puisqu'aujourd'hui, André Berkov, dans ce face-à-face, vous recevez Charles Prats, ex-magistrat de la délégation nationale à la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Bonjour, Charles Prats. Bonjour. Alors Charles Prats, bonjour. Effectivement, on est toujours, je dirais, heureux de vous recevoir, parce que quand vous avez écrit le cartel des fraudes 1, puis le cartel des fraudes 2, d'ailleurs, on dit, allez, ce magistrat, il nous dérange, quand même, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'occupe des problèmes quotidiens? Et puis, non. Alors, justement, je rappelle comme ça quelques chiffres que vous avez déjà évoqués, et Dieu sait. Un petit chiffre intéressant, par exemple, il y a en France 67 millions d'habitants. Il y a les bénéficiaires de l'assurance maladie sont 75,3 millions d'habitants. Donc, il y a 8,2 millions d'habitants qui ne sont pas habitants en France, il ne s'agit d'être français ou pas, c'est pas le problème, qui bénéficient de façon totalement illégale, arnaqueuse et indue de l'assurance maladie et de toutes les assurances. Et puis alors, en ce moment, Charles Prats, on avait fait, évidemment, longuement, on avait parlé de tout ça avec vous. Et puis aujourd'hui, voilà, on parle de taxation des rentes, taxation de l'épargne, taxation des assurances vie, les livrets A, etc., etc. Et puis alors, il faut voir, puis le chômage, il faut quand même le réduire, ça va pas, les indemnisations du chômage, etc. Et dites-moi, vous avez écrit ces livres, le premier est paru il y a combien? Il y a 4 ans? Septembre 2020. Septembre 2020, voilà, presque 4 ans, voilà, et le second un peu plus tard. Et aujourd'hui, est-ce qu'on en est toujours dans ce merveilleux paysage où les choses ont légèrement changé, ou pour le meilleur ou pour le pire? Bah écoutez, les choses n'ont malheureusement pas changé, on en est toujours au même point. Vous savez, l'année dernière, il y a quasiment un an, c'était assez drôle, je vous raconte l'anecdote, vous savez, quand on a voulu me faire la peau, et donc quand j'ai été sanctionné par le Conseil supérieur de la magistrature pour avoir ouvert ma gueule, si vous me passez l'expression, 2 jours après l'annonce de la sanction, le ministre du budget de l'époque... Comment ils avaient pour quelle cause? Qui s'avait prétexté? C'était sur mes tweets. Voilà, c'était notamment mes tweets qui expliquaient qu'il fallait poursuivre policièrement et judiciairement les Black Blocs. Qui cassait tout, et ça, vous comprenez, ça, il faut pas le dire. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Il fallait trouver un prétexte. Et juste après, vous avez dit... Et donc, juste après, 48 heures après, le cabinet de Gabriel Attal, qui était ministre du budget, appelle au tribunal de Paris, où j'étais encore, en disant, hey, le ministre veut parler à Charles Prats. Il faut trouver une date, dites-lui de nous rappeler. Bon, moi, ça me faisait rire. Je vous dis pas la panique que ça a mis au tribunal, ils étaient tous comme ça. C'était assez drôle. Mais bref, donc, le rendez-vous ne s'est pas fait tout de suite parce qu'il y avait le débat des retraites à l'époque, et donc, Gabriel Attal devait suppléer Olivier Dussopt, qui était absolument nul dans l'hémicycle. Olivier Dussopt, qui à l'époque où il était ministre du budget, a refusé de venir débattre ici, chez Sud Radio, face à moi, justement, de tous ces problèmes de fraude, tellement il avait la trouille de se faire mettre en PLS sur ce sujet-là. Et donc, finalement, Gabriel Attal me demande de venir le voir au mois de mai. Mai 2023, pour parler de ses plans de lutte contre la fraude. Vous savez, il avait présenté le plan de lutte contre la fraude fiscale, sociale, etc. Et donc, je vais le voir au 5e étage à Bercy, dans le bureau du ministre classique. Ça me rajeunissait un petit peu du temps où j'étais à Bercy. Je peux voir que ça n'avait pas changé, la déco, c'était assez sympa. Et donc, on discute. Et puis, je lui dis, voilà, si vous voulez faire quelque chose, c'est ce problème du surnombre des assurés sociaux pris en charge. Et donc, voilà, vous avez, d'après la Cour des comptes, le rapport de 2020, 8 millions de personnes prises en charge en trop, alors quand vous enlevez les gens qui ont vocation, qui ne sont pas résidents, mais qui ont vocation à quand même être dans le système, ça vous fait 5-6 millions de personnes, quoi, à peu près. Ce qui est pas mal. On va dire 5 millions. Ouais. Bon, je dis voilà, le vrai problème, il est là, il est pas ailleurs. Le reste, comparativement, c'est rien.
C'est peanuts. On peut aller courir derrière les infirmiers, derrière les transporteurs sanitaires, les médecins, les gars qui fraudent aux arrêts de travail, machin. On peut s'amuser à aller courir derrière, mais le vrai bloc de dépenses, les milliards, les dizaines de milliards de dépenses en trop, c'est ça. Ce sont les assurés sociaux pris en charge. Vous aviez même avancé le chiffre de 50 milliards par an. Tout à fait. Puisque moi, à l'époque, en 2020, j'en trouvais 4,9 millions, 5 millions, avec les documents de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, de 2020. Et quand vous rapportiez ça à la dépense moyenne de protection sociale, ça faisait 52 milliards et quelques, une cinquantaine de milliards d'enjeux de fraude. Le sujet, il était là. Quelques temps après, la Cour des comptes nous disait non, c'est pas 5 millions, c'est 8 millions de plus. Donc bon, il y avait un vrai problème. Et donc là, je le dis à Attal, je dis, bah voilà, monsieur le ministre, votre problème, il est là. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'il avait dans le tiroir le rapport, le tout dernier rapport de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires sociales qui datait du mois d'avril 2023, qui n'avait pas encore rendu public, il allait le faire quelques jours après. Et dans ce rapport, l'IGF et l'IGAS, donc les deux inspections, Inspection générale des finances, Inspection générale des affaires sociales, ont fait une annexe entièrement consacrée à ce problème-là, du surnombre des assurés sociaux, pour essayer de voir ce qui se passe et d'expliquer ce surnombre. La mission officieuse, c'était de dire, Prats raconte des bêtises, sauf que, il conclut pas que Prats raconte des bêtises. Il conclut en disant, l'écart est aporétique. Enfin, le rapprochement semble aporétique. Aporétique. C'est-à-dire qu'ils n'y arriveront pas. Ah oui, d'accord. Mais ils ont admis l'écart. Ils admettent un problème sur au moins 4 millions de personnes. Et donc, c'est écrit noir sur blanc par l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale des affaires sociales, et qui conclut, en écrivant noir sur blanc, que c'est la priorité en matière de lutte contre la fraude. Alors pourquoi les inspections font ça? Vous savez, c'est de hauts fonctionnaires. Ils ont compris que potentiellement vous pouvez avoir un problème si par exemple il y a une alternance politique en 2027 et que finalement les choses sont mises sur la place publique. Les gens vont dire attendez, qu'est-ce qui s'est passé toutes ces années-là? Qui sont les responsables? Donc on va aller rechercher les responsables notamment dans l'administration. Et donc là, en bon aux fonctionnaires, ceinture, bretelles, parapluie, ils pourront dire, mais attendez, nous, les inspecteurs, les inspections, nous l'avons dit au ministre, nous le lui avons écrit. Après, le ministre, il décide. Mais nous, on a fait notre job. Et il l'avait fait en 2013. Il y a 10 ans auparavant, ils avaient fait la même chose. C'était le rapport de Boris Ravignon, à l'époque, pareil, IGF-IGAS. Et c'était là où on découvrait je crois que c'était 7 millions à ce moment-là de droits ouverts en plus que de gens qui existaient, et 8 millions de cartes vitales actives en surnombre. Donc eux, ils ont fait le boulot. Gabriel Attal, il avait les documents, il a un rapport d'inspection qui lui dit exactement la même chose que Charles Prats. Alors on va en parler parce qu'on va savoir qu'est-ce qu'il vous a dit, ce qu'il vous a répondu Charles Prats, et pourquoi on en est là après cette petite pause. Et puis si vous voulez des questions, des interrogations, des explications, vous nous appelez au 0826 300 300. On essaiera de répondre à toutes vos interrogations. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit le 7h du matin et le soir, c'est excellent. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes au moment où le magistrat Charles Prats, qui a enquêté, et Dieu sait combien, sur la fraude sociale, le cartel des fraudes, je rappelle tome 1 et tome 2, notamment, il est dans le bureau de Gabriel Attal, qui n'est pas encore Premier ministre, qui est ministre du budget. Donc c'est à Bercy. Donc il vous parle. Et qu'est-ce qu'il vous a dit quand vous lui avez dit, écoutez, voilà le problème. Le problème ici, c'est 5 millions ou 8 millions de indus, de bénéficiaires indus. Qu'est-ce qu'il vous a dit à ce moment-là? Là-dessus, rien, en fait. Rien du tout. Non, mais il vous a pas dit oui, c'est non, ça. Alors soit son cabinet ne l'avait pas briefé sur ce problème-là, soit de toute manière, comme ce n'était pas dans les mesures qui allaient être annoncées, qui avaient été préparées par ses services dans le cadre du plan de lutte contre la fraude sociale, il a rien dit. D'accord. Il a rien dit et depuis qu'il est Premier ministre. Et vous voyez, il n'en parle pas, et c'est quelque chose, j'ai remis ça sur le tapis il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, puisque vous aviez à l'Assemblée nationale un débat justement parlementaire, ce qu'on appelle les semaines de contrôle. Oui. Donc il y avait un débat sur le premier bilan des plans de lutte contre la fraude justement, fiscale et sociale de Gabriel Attal. Et donc là c'était le ministre actuel du budget, Cazenave, qui était au banc, et donc les parlementaires, les députés lui posaient des questions. Et donc Patrick Hetzel, qui était le président de la commission d'enquête sur la fraude sociale, a interrogé le ministre du budget sur ce problème
problème-là. Et donc le député Patrick Hetzel dit voilà, à l'époque, Prats vous a dit qu'il y avait un problème sur les millions d'assurés sociaux pris en charge en plus que des gens qui existent. Nous, on vous l'a dit aussi, la commission d'enquête, parce qu'on l'avait établi. Dernièrement, l'année dernière, donc l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales vous l'ont dit, vous l'ont écrit. En disant, voilà, c'est la priorité. Il y a au moins 4 millions de personnes. Qu'est-ce que vous foutez? Est-ce que vous allez vraiment prendre ce problème à bras le corps? Et alors là, le ministre du budget, en bon politique, n'a pas répondu. En fait, il a répondu à côté. Il a dit oui, on a traité le problème des cartes vitales. Il reste plus que 36 cartes vitales en surnombre. Enfin, une réponse totalement. Vous voulez dire rien à voir, rien. Voilà, Quoi. Totalement à côté. Il ne répond pas sur la vraie question. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont très embêtés. Vous savez, c'est comme pour PlaceNet XXL, c'est pas le même sujet, mais bon, il y a une question qui a été posée aussi il y a une semaine ou deux sur le premier bilan de PlaceNet XXL. Et donc c'était Franck Alizio, le député RN de Marseille, qui pose la question. Et qui dit combien il y a eu de mandats de dépôt. Donc en gros, XXL Super, des interpellations de la police, des trucs, des saisies, tout ce que vous voulez, mais combien de mecs en prison, quoi. Un petit peu, on va au résultat. Alors là, la ministre qui répondait, c'était pas Dupond-Moretti parce qu'il était pas venu à l'Assemblée ce jour-là. La ministre qui raconte plein de trucs, mais qui donne pas la réponse. Et je regardais, je crois que Libération a fait un grand article, je me demande c'est pas ce matin ou hier, là-dessus, sur le bilan de PlaceNet XXL, puis ils le disent. Ils ont posé la question des suites judiciaires en disant au final, combien de gars en prison? Le ministère de la Justice a refusé de répondre. Et donc, c'est symptomatique. C'est-à-dire, on leur parle du problème des millions d'assurés sociaux pris en charge en plus. Ils ne répondent pas. Et là, dernièrement, vous voyez, sur PlaceNet XXL, on leur dit, attendez, c'est super votre truc. Vous mettez des milliers de policiers et de gendarmes sur le terrain. Quel résultat? Moi, je suis magistrat, pénaliste. J'ai été juge d'instruction, j'ai présidé la correctionnelle. Je connais quand même le système. Et je sais que c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, comme disait Chirac. C'est clair. Combien de gars au Newf, combien de crânes, comme on dit à la PJ. Et là, pas de réponse. Et là, pas de réponse, parce qu'à mon avis, il doit pas y avoir beaucoup de crânes. Mais attendez, alors pour revenir à la fraude sociale, quand même, c'est hallucinant, quel que soit c'est pas alors les indices 5 millions, les autres 8 millions. Enfin, c'est énorme, effectivement, 50 milliards, vous l'avez répété, d'euros que ça coûte chaque année. Ce qu'on comprend pas, c'est quoi? C'est de dire circuler, rien à voir, on en fume jusqu'au moment où, je sais pas, on verra en 2027 aux élections. C'est quoi quand même là? Vous connaissez quand même, vous les fréquentez assez, Charles Prats, vous êtes magistrat. Qu'est-ce qui fait que les choses, c'est qu'ils ont intérêt à ce que ça reste sous le tapis ou quoi? Alors, politiquement, c'est compliqué et c'est un sujet qui est évidemment hautement inflammable. Vous savez, à l'époque, donc quand j'étais magistrat à la délégation nationale de la lutte contre la fraude, c'était sous Sarkozy, donc on est en 2010, 2011, 2012, et puis on avait fait une grande campagne de communication, vous savez, frauder c'est voler, celui qui fraude sera sanctionné, etc. Et donc avant de lancer cette campagne de communication, on avait fait beaucoup d'études, des groupes de parole, des sondages, etc. Donc moi j'avais un peu assisté à tout ça, et notamment aux réactions des groupes représentatifs de la population. Des groupes de citoyens, etc. C'était un des sujets qui était dans les 4-5 sujets prioritaires des Français, la fraude aux prestations sociales principalement, et qui était évidemment très éruptif. Et le problème, c'est toujours ce qu'on vous dit. Déjà à l'époque, on nous disait il faut pas qu'on parle de ça, sinon on va faire monter le Front National. Et ça fait 10-15 ans que ça dure. C'était donc depuis 15 ans, ça. C'est à chaque fois, c'est mon Dieu, ça va faire monter à l'époque le Front National. Maintenant Marine Le Pen, maintenant je sais pas, Jordan Bardella, Éric Zemmour, ou qui sais-je, qui vous voulez. Leur problème, il est là, c'est qu'ils se disent mon Dieu, si on parle de ça, le choc électoral derrière va être immédiat. Oui, mais les mecs, si vous aviez fait le boulot depuis 15-20 ans, vous auriez pas ce résultat-là. Et c'est d'ailleurs quand j'avais sorti mes 2 bouquins, ce que j'avais dit, si Emmanuel Macron avait été ultra malin sur ce sujet-là, il prenait le sujet à bras le corps, il disait attendez, moi c'est quoi ce bordel? Vous me réglez ça dans les 2 ans. Et puis voilà, et là il prenait 15 points dans les sondages, évidemment. Celui ou celle qui va prendre le taureau par les cornes sur ce sujet-là et qui va régler véritablement le problème, et pas simplement faire de l'esbrouf, lui, il va vraiment monter. Et va vraiment répondre à la demande des Français. Est-ce que c'est éruptif parce que c'est lié à l'immigration, parce que c'est lié aux étrangers, etc., qui vivent à 120 ans dans tel pays? C'est lié à tout. Alors vous avez évidemment un sujet immigration, mais l'ensemble de la fraude sociale, ou fiscale d'ailleurs, puisqu'on peut parler de... Parce que vous savez, on dit souvent fraude fiscale, les principales fraudes fiscales, c'est la TVA. On sait que le principal secteur, c'est le bâtiment, c'est le BTP. Et si vous commencez à regarder un petit peu qui sont les fraudeurs à la TVA dans le BTP...
vous allez arriver assez rapidement à un sujet qui n'est pas très très éloigné de l'immigration. Hein. Travail illégal, fraude fiscale, notamment dans ce type de secteur, on n'est jamais très loin de la problématique immigration. Mais ça, ubérisation. Ubérisation, en fait. Oui, mais pas que. Mais vous avez un certain nombre de communautés qui sont spécialisées dans la fraude à la TVA, qui sont spécialisées dans le travail au noir, etc. Donc c'est quelque chose qui est su, qui est connu. Vous aviez même du financement d'organisations terroristes. Moi, j'en ai démantelé là-dessus, notamment les Kurdes. Le PKK se finançait en France par la fraude à la TVA et le travail au noir. Voilà, par la fraude fiscale et sociale. Et c'était pas le petit français boulanger du coin, c'était des Kurdes. Bon, voilà, c'est su, c'est connu, c'est documenté. Bon. Mais si vous voulez, c'est un sujet qui effectivement est un sujet immigration, mais pas que. Vous voyez la réforme des retraites. Moi, j'étais très opposé à la réforme des retraites pour une première raison. C'est que qui dit réforme des retraites dit on baisse les pensions, c'est ça, c'est baisser les pensions des gens, des retraités. Mais ça, vous ne pouvez le faire, si c'est nécessaire, effectivement, en matière financière, que si vous avez avant lutté contre la fraude et pris l'argent dans la poche des voleurs avant de la prendre dans celle des contribuables. Et donc, vous ne pouvez... et les gens, intuitivement, ils le ressentent. Vous ne pouvez leur demander des efforts que si à côté, vous commencez par travailler sur ceux qui volent l'argent public. Commencez à attaquer les voleurs avant d'attaquer voilà. Et donc, tout ça, les gens le ressentent intuitivement, ils le voient bien. Et donc là, on commence à leur dire, vous voyez, le président de la République a dit, il faut pas de loi de finances rectificative. On n'a pas un problème de dépenses, on a un problème de recettes. Alors quand vous voyez le niveau des dépenses publiques, vous avez peur d'entendre un tel discours. Et quand on dit on a un problème de recettes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut augmenter les impôts. Je peux vous dire que le contribuable, vous venez de le dire, les gens parlent de taxer la rente, machin, etc. Le contribuable, il va commencer à voir rouge. C'est clair. Voilà, aussi rouge que la bonnette de Sud Radio. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Faut prendre le bas de laine. Allez, et le sujet, il est là. C'est pour ça que c'est un sujet qui est très réactif. Mais comment ça se fait? Alors justement, on va juste, Charles Prats, on va prendre une petite pause et on va continuer à parler de ça parce que c'est fondamental, parce que c'est là où la marmite bout le plus possible et le couvercle commence à un peu gigoter, c'est le moins que l'on puisse dire. On se retrouve après cette petite pause et avec les auditeurs de Sud Radio. Parce que vous êtes beaucoup déjà à réagir sur le Facebook de Sud Radio, mais vous pouvez aussi nous appeler au 0826 300 300 pour réagir, poser vos questions et vos interrogations. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec le magistrat Charles Prats. Je rappelle les cartels des fraudes, effectivement, il faut le dire. Fraude sociale, fraude fiscale. Et on parle effectivement de la dette publique qui est en train d'exploser, mais on ne compte plus, C'est fini, c'est trop généreux tout ça, quoi. Qu'il en coûte plus de 3000 milliards d'euros. On ne compte plus tout ça et on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on va taxer? Mais non, qu'est-ce qu'on va aller taxer? Oui, on cherche, on va voir. Les immeubles, les propriétaires, la taxe carbone, la taxe sur effectivement l'amiante et tout le reste. Alors, Charles Prats, ce qui est étonnant, donc la personne qui vous a demandé de venir, qui s'appelait Gabriel Attal, ministre du Budget, en 2023. Et aujourd'hui, il est Premier ministre. Aujourd'hui, on parle de tout cela. Et au fond, il y a quelque chose de très étonnant, si on veut, c'est que les choses sont en l'état. 2020, il y avait les commissions d'enquête, vous le rappelez, vos livres, etc. Mais au fond, est-ce que ça veut dire que qu'est-ce qui peut ébranler l'extraordinaire watt du système, l'extraordinaire feu, enfumage, coton de fumée du système, quel qu'il soit, avec quel que soit le bord politique, qui fait qu'au fond, la marmite peut encore tenir, elle n'est pas complètement, le couvercle peut tenir. Alors ça peut durer encore des années comme ça. Tant que vous n'aurez pas un ou une politique qui a les cojones, si vous me passez l'expression, d'y aller, oui, ça va continuer. Et puis c'est pas grave, ça coûte pas cher, c'est l'État qui paye. C'est l'État qui paye, oui. Sauf que les gens oublient que l'argent de l'État, l'argent public, c'est l'argent des Français, comme ils sortent pas de nulle part. Donc voilà, c'est voilà. Tant que on n'aura pas un décideur politique qui aura le courage de dire ok, là on y va. Ouais. Et objectivement,
demande pas beaucoup de courage politique. Il s'agit juste de dire ok, banco, on y va. Moi, demain, Attal m'appelle, il y a mon téléphone, donc il me dit bah voilà, Monsieur Prats, prenez la tête d'une opération nettoyage, et puis allez-y, puis démerdez-vous pour essayer de trouver des économies, de trouver de la fraude et de faire en sorte. Moi j'y vais, je m'en fous, je suis pas du bord politique d'Attal, mais je suis d'abord un serviteur de l'État à la donc base. vous dites que c'est faisable, Charles Prats. Mais aujourd'hui, demain, enfin c'est faisable. Mais attendez, mais moi là, vous voyez, on est quel jour là? On est le 9 avril. On est le 9 avril. Le 9 avril, demain on m'appelle, 1er mai, je suis opérationnel, j'appelle qui il faut, je monte une équipe où j'utilise les équipes qui sont là, et puis on y va. Et dans les 6 mois, 1 an, on va faire du boulot et puis on vous récupérera un peu de sous. Sécurisation des paiements de l'État pour éviter les fraudes comme on a connu pendant la période Covid. Donc vous pouvez travailler là-dessus. Vous pouvez évidemment travailler sur la fraude à la TVA, donc avec les utilisations logicielles précoces. On n'invente rien, c'est des choses qui existent depuis déjà une dizaine d'années. La sécurisation de la base des assurés sociaux, évidemment là-dessus. Sur la lutte contre la fraude sociale dans la branche famille ou dans la branche maladie, on peut y aller. Vous savez, sur la branche maladie, on parle beaucoup de l'assurance maladie. Ouais. Pareil, c'est des données de la Cour des comptes qui n'ont pas du tout été exploitées et les gens ont peu vu ce qu'il y avait. Mais à l'époque, on était avant le Covid, la Cour des comptes nous expliquait que 67 millions d'habitants, 66 800 000 bénéficiaires individuels de remboursement de soins. C'est-à-dire quasiment 100% de la population résidente, alors que dans les sondages, dans les sondages, il y a 16% des gens qui vont pas voir le médecin chaque année. Donc, première fois qu'on avait une photographie un peu floue du tourisme médical. Et la Cour des comptes n'osait pas le dire, mais a quand même écrit les données dans son rapport. Voilà, donc ça veut dire qu'on avait 15% des gens où on peut se questionner de savoir s'ils sont pas résidents, qu'est-ce qu'ils foutent à bénéficier de remboursement d'assurance maladie pour se faire soigner. Et voilà, donc si vous voulez, moi j'arrive demain. Je suis immédiatement opérationnel, alors que ce soit pour Gabriel Attal, que ce soit pour Jordan Bardella, pour Marine Le Pen, pour Laurent Wauquiez, pour Valérie Pécresse, comme c'était prévu à l'époque, pour qui que ce soit, je m'en fiche. Là, ce qui compte, c'est de faire tourner l'État, c'est de sauvegarder l'argent public, et c'est notre pognon. C'est pas le pognon de Poutine ou de Biden ou de je sais pas qui. C'est le pognon des Français. Donc, à un moment donné, il va falloir peut-être comprendre qu'il faut arrêter de le jeter par les fenêtres. Parce que là, en plus, le pognon qu'on jette par les fenêtres, si vous voulez, c'est de l'argent qu'on emprunte. Moi, je suis Haut-Savoyard, et en Haut-Savoie, on a une coutume de dire, c'est que nous, on jette l'argent par les fenêtres, de l'extérieur vers l'intérieur de la maison. C'est plus ça. Mais alors, juste une chose, puisque vous dites, et je trouve que c'est plus qu'intéressant, c'est vraiment très essentiel. Vous dites qu'aujourd'hui, techniquement, humainement, on a tout à fait les moyens de faire ça. Et à votre avis, comme ça, en faisant ce qu'il faut et sans être ni brimé, ni censuré, ni évidemment pressuré, vous pensez que vous pouvez faire baisser la fraude de combien en 1 an, par exemple? Franchement. Je veux pas m'avancer sur des chiffres comme ça, parce que c'est tellement... vous savez, la fraude, on en parle, on peut faire des plans, des études, des trucs, etc. Mais à un moment donné, après, il faut être sur le terrain pour aller chercher le fraudeur. Toujours pareil. Moi, contrairement à beaucoup de commentateurs sur le sujet, j'ai le petit avantage d'en avoir attrapé des fraudeurs, en tant qu'inspecteur des douanes, en tant que juge d'instruction, magistrat, j'ai tout fait. C'est-à-dire que moi, je suis allé chercher des mecs par la peau des fesses. J'ai aussi conçu des plans, des textes de loi, etc. Donc je sais que ça peut être assez compliqué. Je sais aussi que ça peut donner des bons résultats. Donc voilà, je sais faire. Et donc l'expérience, je vous dis, il faut pas se dire on va récupérer, vous dire là, moi je vais récupérer 42,4 milliards. Non. On y va, on fait le boulot, et puis après, tous les ans, on voit ce que ça rapporte. Voilà, c'est ça la bonne solution. Et c'est pour ça que moi, ça finit par me faire sourire. Au début, ça m'énervait, puis maintenant, je trouve ça tellement ridicule. Quand ils vous disent, oui, on va faire une évaluation de la fraude. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? On le sait qu'il y a un problème de fraude fiscale et sociale. Arrêtez de vouloir évaluer. Évaluer, c'est quoi? C'est perdre encore du temps. C'est appeler des universitaires, puis ils vont être tous là en train de regarder le sexe des anges. Non, on va sur le terrain et puis on chope les mecs. C'est tout. Mais juste une chose, avant de donner la parole à nos auditeurs, je sais qu'ils sont très nombreux à appeler. Charles Prats, vous parlez de l'administration, on en parlait aussi hors antenne. Mais est-ce que vous n'allez pas avoir ce phénomène qui dit oui, très bien, on fait, mais l'administration va dire, nous aussi on savait, comme vous dites, à tous les niveaux, il savait, il dit, mais si on fait, ils vont nous dire qu'on n'a pas travaillé. Et donc, est-ce qu'il ne veut pas y avoir une pression de l'administration, je parle au milieu, pour dire, oui, attendez, les gars, on va pas vous faciliter le truc. Alors, vous aurez une pression de la haute administration, c'est-à-dire des décideurs, des grands patrons, etc. Vous n'aurez pas une pression de la base, parce que je peux vous dire que les contrôleurs, les enquêteurs à la base, ils attendent que ça.
Ouais, les gars n'attendent que ça. Ils n'attendent que ça. Moi, je discute beaucoup avec des contrôleurs de l'assurance maladie, des CAF, des allocations familiales, des gens du fisc, des douanes. Je garde, dans ma carrière, j'étais le secrétaire général de la CGC de tout le ministère des Finances, d'une des 7 fédérations de fonctionnaires. Donc, j'ai encore un petit peu de contact quand même dans cette grande maison qu'est Bercy, et également après aussi, vous savez, je dirigeais les CODAF, donc les comités opérationnels départementaux antifraude. Donc toutes les CAF me connaissent, toutes les CEPAP me connaissent. Et vous dites que la base, elle est prête à... Mais la base, elle voit les choses. C'est ce que je vous disais, c'est que l'enquêteur de base, lui, il le voit le truc. Il a envie d'y aller. Il veut qu'on lui donne des moyens pour y aller. Il veut qu'on lui donne plus de personnel pour y aller. Et on lui donne pas les moyens. Ils ont les moyens juridiques, encore faut-il leur expliquer comment les utiliser. Et puis surtout, ils sont pas assez nombreux. Vous avez quoi, 700 contrôleurs dans les CAF en France? En tout? Oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent à 700? Ils peuvent pas faire plus que ce qu'ils font. Vous avez combien de gars dans les URSSAF qui luttent vraiment contre le travail illégal? Ils sont pareils, un peu plus, je crois qu'il doit être 1500 ou 2000, je sais plus. Les types, il y a que 24 heures dans une journée, donc ils font déjà de très beaux résultats, mais ils peuvent pas faire plus. Quand on voit des gens qui encombrent un certain nombre de bureaux et d'administrations qui ne servent pas à grand chose, mais enfin, donc à un moment donné, il faut le data mining, l'intelligence artificielle, tout ça, c'est très bien, les ordinateurs. Mais à un moment donné, pour aller choper un fraudeur, c'est pas un ordinateur qui va aller choper un fraudeur. Il faut qu'il y ait un bonhomme qui y aille, qui l'attrape, et puis il faut faire la procédure derrière. Et puis la procédure, faut la faire de manière à ce qu'elle soit admissible devant une juridiction si jamais il doit y avoir une poursuite administrative ou pénale. Et donc ça se fait pas forcément par ordinateur, ça. Il faut quand même qu'il y ait des bonhommes et des femmes derrière. Un facteur humain, faut pas l'oublier, ça, absolument. Facteur humain plus cojones, comme vous disiez. Ça fait beaucoup réagir. On a Bruno qui nous appelle depuis Paris. Bonjour Bruno. Bonjour Bruno. Oui, bonjour, et merci à André une nouvelle fois pour la qualité de ses invités et pour le courage concernant les sujets abordés. Alors j'ai une question simple à poser. Monsieur Pratt y a en partie répondu. Ces vraies fausses cartes vitales, 3, 4, 5 millions, est-ce qu'il peut nous rappeler où elles sont fabriquées, qui les achète, comment il est possible finalement de frauder la Sécu à partir de ces fausses cartes vitales, j'imagine qu'il y en a déjà eu sous les yeux, d'où elles viennent et qui les achète? Charles Prats. Alors, ce ne sont pas des vraies fausses cartes vitales. Voilà, je vais encore une fois me répéter. Ce n'est pas un problème de fausses cartes vitales, c'est un problème de droit ouvert à la sécurité sociale. Des fausses... Non, mais il faut une carte vitale pour ça, non? Oui, mais c'est pas grave. Si vous avez un droit ouvert à la sécurité sociale, à l'assurance maladie, on vous la donne, votre carte vitale. Puisque vous avez un NIR, et vous avez des droits ouverts, donc vous avez votre carte vitale avec les droits ouverts dessus. Donc elles sont imprimées, elles sont produites par l'entreprise qui les fabrique, et donc c'est géré par le GIE carte vitale, Sésame Vital. Et donc ce sont des vraies cartes vitales. C'est un problème de droit ouvert à la sécurité sociale derrière. Donc on n'est pas sur un problème de carte vitale. Des fausses cartes vitales, il y en a eu, ça existait notamment sur les premières générations, avec la puce qui avait été craquée, et donc il y avait des problèmes de sécurité sur les puces, mais ça a priori été résolu. Donc on n'est pas sur 4-5 millions de fausses cartes vitales. Il ne faut pas prendre cet argument parce que les gens confondent, et derrière ça permet à ceux qui ne veulent pas qu'on parle du sujet de dire voyez, il raconte n'importe quoi. Vrai. Non, Charles, je ne sais pas si c'est filé, mais je voudrais dire les 7 millions ou 6 millions, 5 millions, 8 millions, quand les prestataires indus qui n'ont pas qui sont affectés, qui n'ont pas à avoir ça, quand ils vont bénéficier des prestations sociales, santé et compagnie, ils ont quoi comme ils peuvent avoir une carte vitale ou une attestation de droit, et de toute manière ils ont ce qu'on appelle leur NIR, leur numéro d'identification répertoire, qui est un NIR certifié, et donc ils peuvent s'inscrire à la caisse d'allocation familiale, ils sont inscrits à la caisse primaire d'assurance maladie, l'assurance vieillesse, etc. Si vous voulez, exemple type, la personne qui n'est plus résidente en France mais qui a conservé ses droits ouverts, par exemple à l'assurance maladie, avec sa carte vitale toujours active, alors que normalement elle ne devrait plus l'être, il ne devrait plus avoir de droits. Puisqu'elle n'est plus en France. Voilà, qui n'est pas adhérent à la Caisse des Français de l'étranger, etc., qui n'est plus en France. Bon, ça, typiquement, c'est de la fraude. Les gens qui reviennent se faire soigner, parce que ça coûte moins cher de se faire soigner, c'est payé par la Sécu française, plutôt que d'être soigné, que sais-je, dans quel pays, etc. Bon, voilà, on est sur ce genre de choses. Les gens qui ont des identités multiples, on a connu ça, on le sait, notamment avec la problématique de l'immatriculation des gens nés à l'étranger. On peut, à l'aide de faux documents, s'immatriculer très facilement à la Sécurité sociale française, et donc quelqu'un qui
connaît le système peut se créer 5, 10, 15, 20 fausses identités. Et donc va avoir 5, 10, 15, 20 numéros de sécurité sociale et peut donc aller faire la tournée des popotes 5, 10, 15, 20 fois. Voilà. Donc. Et c'est facile à faire, ça? Bah oui, évidemment. C'est d'une simplicité. Non, mais c'est hallucinant, quand on se dit que... mais c'est très simple. Hein, ça, je l'ai expliqué même au ministre. Hein, voilà, vous prenez une fausse pièce d'identité européenne. Parce que quand vous avez une identité européenne, on vous demande pas de titre de séjour pour être en France. Donc vous faites une fausse carte d'identité belge, par exemple, pour ne pas citer un exemple bien connu, avec un extrait d'acte de naissance d'un pays ésotérique type Afrique, ancienne colonie du Royaume de Belgique. Pour rester dans une logique cohérente. Donc vous êtes là, vous avez une pièce d'identité qui justifie que vous parliez français, un lieu de naissance qui est cohérent avec votre nationalité. Vous pouvez être de toutes les couleurs, hein, parce que des Belges, vous pouviez être expat, ce que vous voulez, etc. à l'époque. Et vous rentrez dans le système social français sans problème, parce que votre votre acte de naissance contrôlé d'un pays un petit peu ésotérique, ça va passer crème, personne ne va vraiment pouvoir contrôler. Et votre pièce d'identité belge, la Sécu va pas la contrôler. Aujourd'hui, on le sait. Ils ont pas les outils, ils font pas le boulot comme il faut. Et donc, vous rentrez comme ça dans le système très facilement. Moi, j'ai démontré ça dans mon premier livre, avec Zakaria Azbaï, qui était un des fondateurs de l'État islamique en Syrie, et qui est rentré dans le système social français avec un numéro de Sécu français, avec une fausse carte d'identité belge. Bon, mais c'est des exemples qui sont documentés. Et il peut même distribuer ça à d'autres. Enfin, d'autres cartes fabriquées, C'est des choses qui existent. Donc c'est pas un sujet de carte vitale. Ils n'ont pas besoin d'avoir des fausses cartes vitales programmées, etc. C'est simplement un sujet d'entrer dans le système et donc d'avoir des droits ouverts qui sont généreusement distribués. Et puis après, une fois que vous êtes dedans, roulez jeunesse, quoi. Et roulez jeunesse. On en parle tout de suite après cette petite pause et avec les auditeurs de Sud Radio. Il y a beaucoup d'appels et beaucoup de réactions. À tout de suite sur Sud Radio 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h49 sur Sud Radio, nous sommes toujours avec Charles Prats aujourd'hui et nous avons Philippe qui nous appelle depuis Narbonne. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour, je voulais revenir avec vous sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les raisons de pourquoi il n'y a rien qui avance. Moi je pense que on est dans un système actuellement, donc vous parliez des coronesses très bien. Vous parliez du facteur humain, entièrement d'accord, mais je pense qu'il faut surtout rajouter aussi les injonctions contradictoires. Et en fait, le gouvernement et tout le monde use des injonctions contradictoires à tout vent, en long, en large et en travers. Résultat des courses, c'est un phénomène psychologique bien connu qui entraîne en fait une stase. C'est comme si on plongeait notre envie d'agir dans un pot de gel. Mais donnez-moi un exemple, Philippe, d'injonction contradictoire du gouvernement, par exemple. Il y en a des pelles à la douzaine. Le plus simple pour que tout le monde comprenne bien de quoi je parle. Ouais. Faites des économies, éteignez vos lumières, baissez le chauffage où on va économiser quelques watts. Et 2 secondes après, on a une publicité, acheter une voiture qui fait 160 kilowatts, par exemple. Faites des économies, lutter contre la fraude, et tout ça. Et d'un autre côté, on a des milliards à donner à l'Ukraine. Voilà. Et sur tous les sujets, on va retrouver ça. Alors oui, effectivement, on donne des moyens peut-être aux douaniers pour lutter contre les fraudes, et d'un autre côté, on va compliquer les procédures pour le tribunal. Il y a toujours comme ça, et en fait, résultat des courses, personne ne bouge, tout le monde est dans sa stase, et les gens qui tirent les épines de leur jeu. Qui tirent les épines de leur jeu, eux continuent à prospérer et tout ça. Regardez les rapports de la bourse, on n'a jamais gagné autant d'argent. Oui, ça c'est clair, mais c'est encore d'accord. Philippe, juste alors, ce que dit Philippe, c'est que au fond, est-ce qu'on n'a
pas affaire, à travers ce qu'il appelle les injonctions contradictoires, à une force d'inertie agissante, mais très 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 puissante, cette force d'inertie. Non, mais il a raison. Alors, il a utilisé des termes peut-être un petit peu savants et techniques, de psychologie, que tous les auditeurs vont pas forcément maîtriser. Mais cette paralysie qu'il dénonce, avec des objectifs effectivement qui sont à 180 degrés, soit dans la communication, soit même dans les actions du gouvernement, c'est une réalité. Voilà, on vous dit que l'endettement est à 3 000 milliards d'euros et plus, et les déficits explosent, mais on continue de cramer du pognon dans tous les sens. Comme disait Valérie Pécresse, on crame la caisse. Donc c'est effectivement très contradictoire. Puis à un moment donné, plus personne ne sait où on est, où on va, et donc ça ne bouge plus. Et donc c'est un état d'inhibition dû à des ordres qui vont dans tous les sens. Vous savez, quand on est à l'armée, on est d'une génération qui a fait l'armée, on vous disait, quand vous avez un ordre, vous attendez toujours le contre-ordre avant de bouger. Et donc c'est toujours ça. Du coup, c'est le militaire, il reçoit un ordre, il attend le contre-ordre, mais en attendant, il reste sur place. Sauf que du coup, effectivement, rien ne bouge, et c'est ça le problème. On a Pierre qui nous appelle depuis Montèche. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à votre invité. Voilà, on nous demande de faire des économies, ils sont à la rue complet. Par contre, les députés et les sénateurs n'ont pas oublié de s'augmenter, je crois, de 400 € les uns et 700 € les autres. Exact. Pour frais de fonctionnement. C'est aberrant. Enfin, là, on marche sur la tête, quoi. Alors, on nous demande de faire des économies, de se serrer la ceinture, parce que croyez-moi, quand on va dans les supermarchés, il faut regarder à 2 fois les prix. Bien sûr. Bien sûr. Vous comprenez ? Et là, on nous demande, nous, de faire attention. Et alors, eux, par contre, ils ne lésignent pas sur les... Selon que vous soyez puissant ou misérable, la cagnotte sera blanche ou noire. On a une question réseau. La marmite, elle le bout. Vous allez voir le jour où ça va péter. Eh ben, écoutez, on va voir. On va suivre ça avec vous, Pierre. Merci beaucoup. On a Dominique qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Sud Radio. Bonjour à tous les auditeurs et bonjour à Charles Prats. Bonjour. Bonjour Charles, j'aurais une question à vous poser. Je suis attentivement vos livres. Je me pose la question de savoir, quand on voit les montants de cette fraude. Oui. Que cela ne sort pas, parce que par exemple, je veux pas être complotiste, je veux pas être judiciariste, mais est-ce que Roselyne Bachelot, Xavier Bertrand, Agnès Buzyn et consorts ne pourraient pas être mis en responsabilité de ces actes, de ces détournements, parce que finalement c'est du détournement de fonds publics par négligence, et je crois savoir, vous le juriste, vous allez me le confirmer, que c'est du pénal. Est-ce que c'est pas pour ça que c'est mis sous le tapis? Détournement public par négligence. Détournement de fonds publics, oui, Dominique a raison. C'est une incrimination qui existe, c'est un délit, et c'est l'explication, à mon avis, une grande partie de l'explication de l'inertie dont on parlait précédemment. C'est la jurisprudence Christine Lagarde, vous savez, qui a été condamnée. Alors, elle a une dispense de peine, mais elle a été condamnée pour ce détournement de fonds publics par négligence. Le détournement de fonds publics par négligence, c'est le fait pour les décideurs dans l'administration ou les ministres d'avoir laissé partir de l'argent public en n'ayant pas fait le boulot nécessaire pour le verrouiller. Vous voyez, je vais vous donner un exemple très récent. Quand vous avez eu le chèque pour les auto-entrepreneurs il y a quelque temps, il y a 1 an ou 2, de remboursement, je sais plus quoi, il y avait un chèque encore, vous savez, l'État, on envoie des chèques pour tout. Donc là, il y avait les chèques pour je sais pas quoi, et les auto-entrepreneurs, la fédération avait prévenu, attention, nous, nos adhérents l'ont reçu 2, 3, 4 fois. Et donc le ministère avait dit, oui, effectivement, on a fait une erreur, donc que les gens viennent rembourser d'eux-mêmes. Mais j'aime bien que les gens, ils sont pas venus rembourser d'eux-mêmes, et s'ils viennent pas rembourser, on n'ira pas les chercher. Parce que ça nous enquiquine, il y a trop de cas, etc. Mais ça, c'est une négligence, parce que le travail du ministère des Finances, c'est d'éviter de gaspiller l'argent public et donc d'aller rechercher l'argent qui a été indûment versé, même par erreur. Au moins de dire aux gens, attendez, rendez-nous le truc, c'est d'identifier les gens et de dire rendez-le nous. Le fait de ne pas le faire, c'est une négligence dans l'exercice des missions qui aboutit à un détournement de fonds publics. Et là, c'est la même chose. Si vous voulez, le problème, c'est que de septembre 2013, on en parlait tout à l'heure, vous avez ce rapport de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires sociales qui pointe le problème des droits ouverts en surnombre. En 2020, vous avez la Cour des comptes qui remet le problème sur le tapis et qui démontre que la situation s'est aggravée entre 2013 et 2020.
Elle n'a pas été réduite, elle s'est aggravée. Et donc le décideur, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à ce moment-là, alors qu'il savait, parce qu'il y avait un rapport des 2 inspections, qu'il y avait un problème. Le problème n'aurait pas été résolu, mais aurait été un peu circonscrit, il y aurait eu des mesures de prise. Et il n'a rien fait. Il n'y a rien à lui reprocher. Là, il ne fait rien, enfin ils n'ont rien fait, ils ont nié le problème et la situation s'est aggravée. Donc il y a une négligence caractérisée dans la gestion du problème qui aboutit quand même à de la perte d'argent public. Donc négligence, et ça joue un rôle extrêmement important. J'ai compris. Lesquels un certain nombre de hauts fonctionnaires sont tétanisés à l'idée que ce problème revienne sur la table. Absolument, merci. On a beaucoup de choses à dire là-dessus, on en reparlera. En tout cas, c'était très riche d'enseignements. Et merci à tous de nous avoir écoutés. André Berkoff, on se retrouve demain entre midi et 14h. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.